Bienvenue à la partie 2 de la série numéro 12 concernant le reste des exercices 4, 5 et 6. Continuons par l'exercice 4. Après un court moment de son saut d'un avion, le parachutiste ouvre son parachute pour freiner son mouvement, ce qui lui permet d'arriver au sol en toute sécurité. L'objectif de cet exercice est l'étude du mouvement vertical d'un parachutiste après l'ouverture de son parachute. Les données, on a la masse du parachutiste et ses accessoires, 100 kg. L'accélération de pesanteur est considérée constante, 9,8 mètres par seconde au carré. Un parachutiste accompagné de ses accessoires saute avec une vitesse initiale négligeable d'un hélicoptère immobile se trouvant à une hauteur h du sol. Le parachutiste ouvre son parachute et au moment où sa vitesse atteint 52 mètres par seconde, à un instant considéré comme origine des dates, le système S formé par le parachutiste et ses accessoires prend alors un mouvement de translation verticale. On étudie le mouvement du système S dans le repère galiléen OK, lié à la Terre, vertical et orienté vers le bas, la figure 1. L'air exerce sur le système S une force que l'on modélise par une force de frottement d'intensité F égale à kV au carré, avec K une constante et V la vitesse du parachutiste. On néglige la poussée d'Archimède exercée par l'air. La courbe de la figure 2, cette courbe, représente la variation de la vitesse en fonction du temps après l'ouverture du parachute. Première question. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par V s'écrit sous la forme dv sur dt égale g facteur de 1 moins v carré sur alpha carré en précisant l'expression de alpha en fonction de m, g et k. On va d'abord faire le bilan des forces exercées sur le parachutiste. Il est soumis à deux forces, la force de frottement F et son poids P. Le schéma qui résume la situation est le suivant. On a le poids dirigé vers le bas et la force frottement vers le haut. Et l'axe de projection, c'est OZ dirigé vers le bas. On applique la deuxième loi de Newton au parachutiste dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire la somme des forces égale à MA et la somme des forces c'est P plus F égale à MA. On projette cette relation sur l'axe OZ. On aura P moins F égale M dV sur dt. Je remplace P par mg et F par kV au carré et j'obtiens M dV sur dt égale à mg moins kV au carré. Donc je vais diviser par m cette expression, j'obtiens dv sur dt égale à g moins k sur m v au carré. Je peux encore factoriser par g, ça me donne g facteur de 1 moins k sur mgv au carré. Si je compare cette équation à celle donnée dans l'énoncé, je peux poser alpha au carré, c'est mg sur k, c'est l'inverse de ça. D'où cette équation s'écrira dv sur dt égale g facteur de 1 moins k sur mgv carré, c'est-à-dire g facteur de 1 moins v carré sur alpha. Et comme ça, j'ai trouvé l'expression demandée et j'ai posé l'expression de alpha en fonction de m, g et k. On peut écrire alpha au lieu de alpha au carré si on veut. La deuxième question, choisir la bonne réponse et justifier. Donc deux choses, il faut choisir la bonne réponse et justifier. La grandeur alpha représente la vitesse du système à un instant t égale à 0. C'est faux, puisque la vitesse initiale est nulle et alpha n'est pas nulle. L'accélération du mouvement du système à un instant t égale à 0. C'est faux. L'accélération du mouvement dans le régime permanent, c'est faux, puisque au régime permanent, l'accélération elle est nulle et alpha elle n'est pas nulle. Donc il nous reste la bonne réponse, c'est la vitesse limite du système. Donc la bonne réponse est C, alpha représente la vitesse limite du système. Maintenant la justification, on va prendre l'équation différentielle
précédente et je vais l'écrire en régime permanent, c'est-à-dire éliminer dv sur dt et poser v égale à vl. Donc la justification, au régime permanent, la vitesse égale à vl et dv sur dt égale à 0. Il me reste g facteur de 1 moins v au carré sur alpha au carré égale à 0. Or, g est différent de 0. Il reste 1 moins v au carré L sur alpha carré égale à 0. Ce qui veut dire que v au carré égale à alpha au carré, donc alpha égale à vn. La troisième question, déterminer la valeur de alpha, en déduire la valeur de k en précisant son unité dans le système international. Pour cela, d'après la courbe de la figure 2, cette courbe-là, puisque alpha c'est vl, donc alpha c'est 5 mètres par seconde. Et d'après l'expression précédente, on avait alpha carré égale mj sur k, donc k égale à mj sur alpha carré. Et d'après cette relation, k doit être en kg par mètre. La masse est en kg, g est en mètre par seconde carré, alpha est en mètre carré sur seconde au carré. D'après cette relation, l'unité de k, c'est kg par mètre. L'application numérique, m c'est 100 kg, g c'est 9,8, alpha au carré 5 au carré, ça donne 39,2 kg par mètre. La quatrième question, pour tracer la courbe V de t de la figure 2, on peut utiliser la méthode d'Euler avec un pas de calcul delta de t. Soit Vn la vitesse du parachutiste à l'instant Tn, et Vn plus 1 sa vitesse à l'instant Tn plus 1, qui est égal à Tn plus delta t, tel que l'expression suivante, Vn plus 1 égale moins 7,94 10 moins 2 Vn au carré, plus Vn plus 1,96. Avec Vn et Vn plus 1 en mètres par seconde, on nous demande de déterminer le pas delta de t. La clé de cette question, c'est utiliser la méthode d'Euler. On sait que l'accélération selon la méthode d'Euler AN, c'est Vn plus 1 moins Vn sur delta de t. Donc, AN fois delta de t, c'est Vn plus 1 moins Vn. Donc, déjà une relation entre Vn plus 1 et l'accélération AN. Je vais déterminer l'accélération AN à partir de l'équation différentielle. Je prends l'équation différentielle, je pose AN, c'est G, facteur de 1, moins Vn au carré sur alpha au carré. Donc, je peux écrire que AN fois delta de t qui est égal à Vn plus 1 moins Vn, je remplace AN par cette expression. D'où Vn plus 1 moins Vn, c'est G, facteur de 1, moins Vn au carré sur alpha au carré. C'est cette expression fois delta de t. Donc, je peux déduire Vn plus 1 comme l'équation donnée dans le texte. Donc, Vn plus 1, c'est moins Vn au carré sur alpha au carré fois G fois delta de t. C'est le premier terme. Plus Vn, si je fais passer ce terme de l'autre côté. Plus G fois 1 fois delta de t. Donc, j'ai déduit cette expression à partir de la méthode d'Euler. Donc, j'ai eu l'expression Vn plus 1 à partir de la méthode d'Euler. D'après le texte de l'énoncé, on a Vn plus 1 est égal à cette expression. Maintenant, par identification, ce terme, c'est celui-là. Il a un signe moins, il a un Vn au carré, et ça c'est une constante, donc c'est ceci. Ce terme Vn, c'est celui-là. Et enfin, G delta de t, c'est 1,96. Donc, je peux déterminer delta de t soit par la première identification, moins 7,84 10 moins 2 égale à G delta t sur alpha au carré, ou bien G delta t égale à 1,96. Donc, j'ai choisi par identification de faire cette dernière. G delta de t égale 1,96. Delta de t, c'est 1,96 sur G. 1,96 sur 9,8 égale à 0,2 secondes. Donc, j'ai utilisé la méthode d'Euler pour établir l'expression de Vn plus 1. Ensuite, j'ai fait une identification entre cette relation et celle donnée dans l'énoncé pour pouvoir déterminer delta de t. Je peux le déterminer soit par cette expression, soit par celle-là. On trouve le même résultat, 0,2. Exercice 5. Newton a supposé que tous les corps ont même mouvement de chute, quelle que soit leur masse. Pour vérifier cette hypothèse,
Newton a réalisé l'expérience de chute dans un tube vide en utilisant des corps de masse et de formes différentes. Et on déduit que ce sont les forces de frottement fluide qui sont responsables de la différence des vitesses de chute des corps vers la Terre. Ahmed et Mariam ont décidé de vérifier expérimentalement la déduction de Newton. Pour cela, ils ont utilisé deux billes en verre A et B, ayant le même volume V et la même masse M. Ils abandonnent les deux billes au même instant t égale à 0 et sans vitesse initiale d'une même hauteur h du sol, la figure 1. Donc les deux billes sont lâchées du même point à la même hauteur du sol qui est h. Ahmed a lâché la bille A dans l'air, Myriam a lâché la bille B dans un tube transparent contenant de l'eau de hauteur h. Donc A, il a la chute dans l'air et B, la chute dans un fluide qui est l'eau. À l'aide d'un dispositif convenable, Ahmed et Myriam ont obtenu les résultats suivants. La bille A atteint le sol à l'instant t A égale 0,41 secondes. La bille B atteint le sol à l'instant 1,1 seconde. L'accélération de pesanteur 9,8, la masse du corps 6-10-3 kg et le volume de la bille c'est 2,57 10-6 m3. La masse volumique de l'eau, ρ 1000 kg par mètre cube. On suppose que la bille A n'est soumise au cours de sa chute dans l'air qu'à 100 poids. La bille B est soumise au cours de sa chute dans l'eau à 100 poids P, à la poussée d'Archimède, ρVg, à la force de frottement kV carré avec K une constante positive et V la vitesse du centre d'inertie de la bille. Première question, étude du mouvement de la bille A dans l'air. Établir l'équation différentielle qui vérifie la vitesse du centre d'inertie de la bille A au cours de la chute. D'après le texte, la bille n'est soumise qu'à l'action de P, elle est en chute libre. Donc on peut représenter la bille avec la force P et le repère de projection. On va appliquer la deuxième loi de Newton à la bille dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire la somme des forces égale à MA. La seule force qu'il y a, c'est P égale à MA. J'en déduis que G égale à A. Je vais projeter cette relation sur OY. J'obtiens A égale à G égale à une constante. D'où l'équation différentielle. Je remplace A par dV sur dt égale à G. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Lorsqu'on parle d'équation différentielle, il faut qu'il y ait soit la dérivée première, soit la dérivée seconde, soit toutes les deux. Deuxième question, calculer la valeur de la hauteur h. C'est la distance parcourue par la bille depuis le départ jusqu'au sol. Pour cela, le mouvement de A est une chute libre, donc son équation horaire va s'écrire dans ce repère dirigé vers le bas comme suit. 1 demi gt carré plus V0t plus Y0. D'après le texte, la bille est lâchée sans vitesse initiale. Elle est lâchée de haut, donc Y0 égale à 0. Donc l'équation horaire, c'est 1 demi gt carré. Pour calculer h, je vais remplacer le temps qui est donné dans l'énoncé. À l'instant t égale 0,14, Y égale à h. Lorsque la bille arrive au sol, on nous a donné que le temps était de 0,14 secondes. D'où h égale à 1 demi gt à carré et comme application numérique 0,82 m. Donc la valeur de l'altitude h c'est 0,82 m. Deuxième question, étude du mouvement de la bille B dans l'eau. Myriam a enregistré à l'aide d'un dispositif convenable l'évolution de la vitesse de la bille B au cours du temps. Il a obtenu le graphe représenté dans la figure 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie de la bille B au cours de sa chute dans l'eau en fonction des données du texte. La poussée d'Archimède, force de frottement fluide, P le poids. Donc le schéma correspondant, c'est la bille B qui est soumise à son poids et la force de frottement et la poussée d'Archimède. On va appliquer à la bille B la deuxième loi de Newton
dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire que P plus F plus petit f égale à MH. On va projeter cette relation sur l'axe OY. La projection de P est positive, celle de grand F et petit f, poussée d'Archimède et force frottement, sont négatives. Et A sera remplacé par dV sur dt. On va remplacer P par mg, F par rho Vg, et F, petit f, force de frottement, par kV au carré, et A par dV sur dt. Ce qui donne mg moins rho gv moins kv carré égale dV sur dt. Je divise le tout par m, et j'obtiens dV sur dt égale moins k sur mv au carré, c'est ce terme, plus g facteur de 1 moins rho v sur m. Lorsque je divise par m, il reste g. Ici, c'est divisé par m, je factorise par g. Donc, ceci, c'est l'équation différentielle à laquelle obéit la vitesse de l'habit B au cours de son mouvement dans le fluide. Deuxième question. À l'aide du graphe de la figure 2, déterminer la valeur de la constante K. Pour déterminer la valeur de la constante K, je vais utiliser le régime permanent. Et pour cela, on va réécrire l'équation différentielle du mouvement en régime permanent. Je rappelle l'équation différentielle de tout à l'heure. C'est dV sur dt égale moins k sur mv au carré plus g facteur de 1 moins rho v sur m. En régime permanent, dV sur dt devient égal à 0. Il me reste moins k sur m, vitesse limite au carré, plus g facteur de 1 moins rho v sur m. Tout ça égale à 0 puisque dV sur dt est nul. Je vais déterminer VL à partir de la courbe. Les valeurs rho, Vm et g, je les ai dans l'énoncé et je peux en déduire que K égale mg sur VL au carré 1 moins rho v sur m. Graphiquement, la vitesse limite c'est 0,85. Je vais la remplacer ici. La masse, je l'ai dans l'énoncé et je fais l'application numérique. On trouve 4,65 10-2 kg par mètre. C'est l'unité de K. Troisième question. Trouver l'expression de l'accélération à 0 du centre d'inertie de l'habit à l'instant t égale à 0 en fonction de g, v, rho et m et détermine le temps caractéristique du mouvement de l'habit B. On prend l'équation différentielle précédente et on cherche à l'instant 0. Donc l'équation différentielle s'écrit à l'instant t égale à 0. A0, c'est dV sur dt égale moins k sur m v0 plus g facteur de 1 moins rho v sur m. Or, d'après la courbe ici, la vitesse initiale elle est nulle. Donc v0 égale à 0. On en déduit que A0 égale g facteur de 1 moins rho v sur m. C'est l'expression demandée en fonction de g, v, rho et m. Ici, on nous demande seulement l'expression, mais on peut donner la valeur si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Si on fait l'application numérique, on trouve 5,6 mètres par seconde au carré. Deuxième partie de la question, déterminer le temps caractéristique du mouvement de l'habit B. Pour chercher le temps caractéristique, c'est l'intersection de la tangente à l'instant t égale à 0 avec l'asymptote horizontale v égale v limite. Donc on écrit le temps caractéristique du mouvement de l'habit est l'abscisse de l'intersection de la tangente à la courbe v de t à t égale à 0 avec l'asymptote horizontale v égale vn. C'est-à-dire, on prend la tangente, c'est déjà tracé dans l'énoncé, l'intersection, ceci c'est la valeur de tout. Avec l'échelle, on trouve pratiquement que tout est à peu près égal à 0,15 secondes. Toujours, le temps caractéristique se détermine graphiquement en mécanique. Troisième question, la différence entre les durées de chute. Ahmed et Mariam ont répété leur expérience dans les conditions précédentes, mais cette fois, la hauteur d'eau dans le tube est h égale à 2h. Ahmed et Mariam ont libéré les deux billes A et B sans vitesse initiale au même instant t égale à 0 du même hauteur h égale 2h.
Ça veut dire qu'ils ont répété l'expérience précédente. Seulement ici, la hauteur de chute n'est plus h, mais 2h. Ils ont lâché les débits sans vitesse initiale à partir de 0. Première question, exprimer delta t qui sépare l'arrivée des débits A et B au sol en fonction TA, TB, H et la vitesse limite. Pour cela, je divise le tableau en deux parties. Une partie où je vais trouver le temps que va mettre la BA pour arriver au sol, dans le cas de l'altitude 2H. La même chose pour la B, le temps qu'il va mettre pour arriver au fond du tube de hauteur 2H. Pour la BA, dans l'air, elle est en chute libre, donc son équation c'est 1 demi gt au carré. À l'instant qu'on va appeler par exemple T'A, il va arriver au sol, c'est-à-dire que Y sera égal à 2H. Donc, je vais déterminer ici le temps T'A en fonction de 2H. Donc, 2H égale 1 demi g de T'A au carré. J'en déduis que T'A égale à 2 racines de H sur G. D'après le résultat de la question 2.1, c'est-à-dire lorsque la bille avait une chute de hauteur H, on a au T égale TA, Y était égal à H. Donc, le TA, c'est racine de 2 fois H sur G. Donc, ça, c'est le temps qu'a mis la bille pour parcourir l'altitude H. Et ceci, c'est le temps pour parcourir 2H. On peut trouver un lien entre T'A et TA et le suivant. T'A, c'est racine de 2 fois TA. Je peux faire racine de 2 à l'extérieur, racine de 2 à l'intérieur, ça fera racine de 2 fois 2H sur G. Donc, ceci, c'est le temps que va mettre la BA pour arriver au sol avec l'altitude 2H. Pour la B, la chute de la bille dans l'eau se fait en deux phases. Bien entendu, la durée de chute pendant la première hauteur H qui a été déterminée précédemment, c'est 1,1 seconde, et elle atteint le régime permanent. Lors de la première expérience, au fond du tube, c'est-à-dire lorsque la bille a parcouru la hauteur H, elle a atteint déjà le régime permanent. Donc, ce qui lui reste, c'est de parcourir la deuxième moitié du parcours avec une vitesse limite VL. Donc, pendant la deuxième phase, c'est la deuxième hauteur, le mouvement est rectiligne uniforme parce qu'il a déjà atteint le régime permanent. On sait que dans un mouvement rectiligne uniforme, delta de t qu'il va mettre, c'est l'altitude restante sur la vitesse limite. Donc, le temps que va mettre la bille B pour arriver du départ jusqu'à la fin, c'est le premier temps pour parcourir H et le deuxième temps pour parcourir la seconde moitié H. Donc, T'B, c'est delta T1 plus delta T2, c'est-à-dire T'B égale Tb plus H sur Vl. Donc, la bille B va mettre ce temps pour arriver au fond du tube et la BA va arriver au sol après cette durée. Donc, l'intervalle de temps, ou bien la durée qui sépare les deux, ça sera T'B moins T'A. Si on n'est pas sûr laquelle des deux est plus grande, on mettra valeur absolue. Mais on sait que la bille qui est en mouvement dans un fluide avec frottement va mettre plus de temps que la bille qui est en chute libre. Donc, delta T sera T'B moins T'A. Je remplace le T'B par son expression et le TA par son expression et je trouve la réponse demandée, exprimer delta de T en fonction de TA, TB, H et VL. Dernière question de cet exercice, c'est calculer la valeur de delta de T. Je rappelle l'expression trouvée à la question précédente. Delta de T, c'est TB plus H sur VL moins racine de 2 fois TA. Donc, le calcul de la durée delta de T donne 1,48 secondes en remplaçant chaque grandeur ici par sa valeur numérique. Exercice 6, le dernier exercice de cette série. On trouve dans les piscines des plongeoires à partir desquels chutent les baigneurs pour plonger dans l'eau. Dans cette partie de l'exercice, on étudiera le mouvement d'un baigneur dans l'air et dans l'eau. On modélise le baigneur par un corps solide de masse petit m et de centre d'inertie G.
On étudie le mouvement du centre G dans un repère R ou K lié à un référentiel terrestre supposé galiléen, la figure 1. Les données, la masse du baigneur 80 kg, G 10 mètres par seconde carré, on prend racine de 2, 1,4. Première question, étude du mouvement du centre G dans l'air. À la date T0, pris comme origine des dates, le baigneur se laisse chuter sans vitesse initiale d'un plongeoir. Le baigneur se laisse chuter à partir du plongeoir sans vitesse initiale vers le bas. On considère qu'il est en chute libre durant son mouvement dans l'air. Ça veut dire qu'on va négliger la résistance de l'air sur le baigneur. À la date T0, le centre d'inertie coïncide avec l'origine O. Ça veut dire à T égale 0, on a Z0 égale à 0 et aussi V0 égale à 0. Et ici, tu as une hauteur h égale à 10 mètres. Donc la hauteur entre le centre d'inertie du baigneur à l'instant 0 et la surface du liquide, l'eau, c'est h égale à 10 mètres. Première question, établir l'équation différentielle régissant la vitesse Vz du centre d'inertie G. Pour cela, le baigneur est soumis à une seule force, c'est le poids, d'après l'exercice, donc il est en chute libre. Donc on peut le schématiser de cette façon, soumis au poids pendant l'altitude h, avant d'atteindre la surface de l'eau. On va appliquer la deuxième loi de Newton au baigneur dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire sigma des forces égale ma. Cela veut dire P égale à MAG. En simplifiant par M, il me reste G égale à A. Je vais projeter maintenant cette expression sur l'axe OZ. Sur l'axe OZ, je vais obtenir AZ égale à G, égale à une constante, puisque G ne varie pas. Donc AZ, je vais le remplacer par dVz sur dt. Et cela va me donner l'équation différentielle demandée. dVz sur dt au lieu de AZ égale à G. Donc c'est la question numéro 1, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie du baigneur dans l'air. Deuxième question, déterminer le temps de chute Tc de G dans l'air, puis en déduire sa vitesse Ve d'entrée dans l'eau. C'est-à-dire à quel instant il va arriver à la surface de l'eau et avec quelle vitesse il va arriver à la surface de l'eau. Donc on peut répondre à cette question de deux façons. Soit en disant que le mouvement du baigneur est une chute libre et écrire l'équation horaire, c'est 1 demi gt carré plus V0t plus Z0, ou bien faire des intégrations successives de cette relation pour trouver l'équation horaire. On va adopter cette deuxième méthode. J'ai dVz sur dt égale à G. Donc par intégration, Vz c'est gt plus V0z. Et comme le mouvement se fait sans vitesse initiale, V0z égale à 0. Donc j'obtiens Vz égale à gt. Or, Vz n'est autre que la dérivée de z. Et par intégration de ceci, de gt, j'obtiens 1 demi gt carré plus z0. D'après l'énoncé, z0 égale à 0. Donc l'équation finale, horaire, c'est 1 demi gt carré. Donc lorsque le baigneur arrive à la surface de l'eau, on a z égale à h. Donc si je remplace z par h, t sera remplacé par tc. Donc z égale à h égale à 1 demi gtc au carré. J'en déduis que tc égale racine de 2h sur g. En faisant l'application numérique, on trouve 1,4 secondes. Donc il va arriver au bout de 1,4 secondes à la surface de l'eau. Pour calculer la vitesse avec laquelle il va arriver à la surface de l'eau, il suffit que dans l'expression de V, on remplace T par Tc. Donc on sait déjà cette expression, d'où la vitesse d'entrée dans l'eau, c'est GTC, c'est 14 mètres par seconde. Donc ce baigneur va démarrer avec une vitesse initiale nulle. Il va arriver à la surface de l'eau avec 14 mètres par seconde au bout de 1,4 secondes, en considérant que le mouvement de chute est une chute libre. Maintenant, la deuxième phase du mouvement, étude du mouvement vertical du centre d'inertie dans l'eau. Le baigneur arrive avec la vitesse VE de direction verticale à l'entrée de l'eau. Lorsqu'il est dans l'eau, il suit une trajectoire verticale où il est soumis à l'action de son poids, la force de frottement, qui est égale à moins lambda V,
avec lambda un coefficient de frottement égal à 250 kg seconde moins 1, et V le vecteur vitesse de G à un instant t. La poussée d'Archimède compose moins m sur d fois G, où G c'est l'intensité de pesanteur et d c'est la densité du baigneur. On considère l'instant d'entrée de S dans l'eau comme nouvelle origine des dates. On va considérer que le moment où il va entrer dans l'eau, c'est l'instant t égale à 0. Donc ce VE sera considéré comme vitesse initiale et le baigneur entrera dans l'eau à l'instant t égale à 0. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz de G. On posera taux égal à m sur lambda. On applique la deuxième loi de Newton au baigneur dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire P plus F plus petit f égale à mh. Bien entendu, le schéma correspondant à cette situation est le suivant. P vers le bas, force frottement et poussée d'Archimède vers le haut et l'axe OZ vers le bas. Par projection sur l'axe OZ, la projection de P sera positive, la projection de F négative et celle de petit f aussi négative, égale à M à Z. On va remplacer chaque force par son expression et remplacer AZ par dVz sur dt. Donc mg au lieu de P, m sur dg au lieu de grand F, et moins lambda Vz pour F, et AZ c'est dVz sur dt. En divisant par m, j'obtiens dVz sur dt égale à g moins g sur d moins lambda sur m Vz. C'est-à-dire, ici il va me rester g, ici ça se simplifie par m, il reste g sur d, ici je divise par m. Donc cette équation s'écrit donc de cette façon-là. dVz sur dt, je vais faire passer le terme Vz de l'autre côté, et je laisse de l'autre côté g moins g sur d, ce qui fait g facteur de 1 moins 1 sur d. Avec lambda sur m, c'est 1 sur tout, l'équation devient dVz sur dt plus 1 sur taux Vz égale g facteur de 1 moins 1 sur d. Deuxième question, déduire l'expression de la vitesse limite en fonction de taux g et d et calculer sa valeur. Pour avoir la vitesse limite, on va réécrire cette équation différentielle en régime permanent, c'est-à-dire en posant dVz sur dt égale 0 et en remplaçant Vz par Vl. Donc au régime permanent, Vz c'est Vl égale à une constante et la dérivée égale à 0. Donc cette équation devient 1 sur taux Vl égale g facteur de 1 moins d, c'est-à-dire g d moins 1 sur d. D'où la vitesse limite Vlz égale à taux fois cette expression. Maintenant, pour faire le calcul numérique, je reprends taux, je la remplace par son expression donnée dans l'énoncé, et j'aurai la nouvelle relation de Vl en fonction de m et lambda, c'est mg sur lambda d moins 1 sur d. On va trouver comme application numérique moins 0,356 mètres par seconde. Cette valeur veut dire que le baigneur, lorsqu'il entre dans l'eau, il continue son mouvement et sa vitesse diminue jusqu'à s'annuler. Après, sa vitesse augmente et il atteint une valeur limite qui est égale à moins 0,356. Le signe moins vient du fait que lors de son retour, la vitesse est dirigée vers le haut, donc c'est l'opposé de z. Donc Vz sera négatif. La troisième question, la solution de l'équation différentielle Vz égale à a plus b exponentielle moins t sur tout, où a et b sont des constantes. Exprimer a en fonction de Vlz, b en fonction de Vlz et Ve. Pour répondre à cette question, on va reprendre l'expression de Vz, écrite dans l'énoncé, et je vais prendre les conditions aux limites, c'est-à-dire la vitesse à l'instant 0 et la vitesse lorsque t tend vers l'infini. Je vais commencer lorsque t tend vers l'infini, le Vz tend vers Vlz. Donc j'aurai pour t tend vers l'infini, Vz tend vers la valeur Vlz qui est égale à a, puisque cette exponentielle sera nulle. Donc j'ai a égale à Vlz. La première réponse. Maintenant, à l'instant t égale à 0,
le Vz à l'instant 0 égale à A plus V. Or, le V à l'instant 0, c'est VE. C'est la valeur avec laquelle le baigneur rentre dans l'eau ou bien le baigneur atteint la surface de l'eau. Comme A, c'est VLZ, j'en déduis que B égale à VE moins A, c'est-à-dire VE moins VLZ. C'est l'expression de B en fonction de VE et VLZ. Donc, ce sont les deux expressions de A et de B en fonction des grandeurs VL, Z et VE. Quatrième question. Déterminer l'instant TR auquel le mouvement du baigneur change de sens. Le baigneur n'atteint pas le fond de la piscine. On veut déterminer à quel instant la vitesse du baigneur s'annule pour qu'il remonte du fond vers l'eau. Donc, je vais poser que la vitesse V égale à 0. Donc, le mouvement du baigneur change de sens lorsque sa vitesse s'annule. Ça veut dire A plus B exponentielle moins T sur T égale à 0. E moins T sur T égale moins A sur B. Donc, moins T sur T, c'est ln de moins A sur B. Ça veut dire que T égale moins taux ln de moins A sur B. En faisant le calcul, puisque A, elle est déjà donnée, c'est VLZ, et B, c'est VE moins VLZ, on trouve TR égale moins taux ln, moins VLZ pour A, VE moins VLZ pour B. On trouve 1,18 secondes. C'est la dernière question de cet exercice 6 et de cette série numéro 12. J'espère que vous avez bien profité de cette série et à la prochaine.